Alors bonjour, je m'appelle Marie Hofstetter et aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Jeannot et les trois chevrettes. Vous savez, dans la vie, on a parfois besoin d'un plus petit que soi. Ce matin-là, Jeannot, en sifflotant, il part mener comme tous les jours ses chevrettes au pâturage. Et tous les soirs, bien sûr, comme tous les jours, il va les ramener à la maison. Ce matin-là, il passe à côté d'un champ de jeunes pousses de betteraves. Et il se rend compte que la barrière, que la barrière est cassée et qu'il y a un trou dans la barrière. Malheureusement pour lui, il n'est pas le seul à s'en rendre compte. Et voilà que la plus vieille des chevrettes s'engage dans le trou, et la deuxième et la troisième suivent, et les voilà qui gambadent comme des follettes dans le champ de jeunes pousses de betteraves. « Misère de misère de misère !» crie Jeannot. « Non mais je vais me faire ramasser par le paysan, mais... » Et là, du coup, il court aussi vers la barrière, il passe par le trou, et hop, il se met à poursuivre ses chevrettes. Mais alors, elle se moque de lui, elle s'arrête, elle branle la queue, elle bouge les oreilles, elles font tâter leurs sonnettes, et elles repartent, et elles broutent des petites pousses de betteraves. Enfin bref, Jeannot vient fou, il les menace de les frapper avec son bâton, mais rien n'y fait. Les chevrettes sont toujours plus rapides que lui, et finalement, épuisé, il sort du champ, se met au bord du chemin et se met à pleurer. Arrive sur le chemin un renard. « Eh, yep, Jeannot, mais qu'est-ce qui t'arrive là ? Mais il me semble que t'as un bien gros chagrin là ce matin. Qu'est-ce qui se passe ? Raconte à moi. » Regarde là, tu vois bien, mes trois chevrettes là, elles sont dans le champ. Mais c'est la misère pour moi, parce que le propriétaire du champ, quand elles auront tout labouré, puis tout brouté, moi je vais faire quoi ? Je vais devoir lui rendre des comptes. Mais c'est une catastrophe, et tu sais qu'elles ne veulent pas sortir. Attention, attention, peut-être avec toi, mais moi, je maîtrise très bien la situation. Tu vas voir. Et Renard, hop, il passe par l'ouverture dans la barrière, et il se met dans le champ, et il poursuit les chevrettes, il essaye de les pousser jusqu'à la sortie, là, vers le trou, mais rien à faire. Les chevrettes se moquent de lui, se jouent de lui, et elles gambadent tellement partout que pour finir, toutes les petites pousses, elles sont pliées sur le terrain, c'est à moitié labouré, on ne sait même plus ce qui était planté dans ce champ. Finalement, Renard, épuisé, il sort du champ, et lui aussi, il se met à pleurer, et il s'assied sur le bord du chemin. Là-dessus, arrive sur le bord du chemin un lièvre. Bonjour Renard. Nom d'une pipe, mais qu'est-ce qui t'arrive ce matin ? Mais t'es bien mal là. Qu'est-ce que t'as un chagrin d'amour là, qu'est-ce qui se passe ? Oh, arrête. Moi si je pleure, c'est parce que Jeannot pleure, dit le renard. Puis si Jeannot pleure, mais c'est à cause des biquettes là, ces espèces de pestes qui sont en train de ficher en l'air tout le champ de jeunes pousses de betteraves. Ah, c'est donc ça. Mesdemoiselles, vous n'avez pas encore croisé le lièvre. Vous allez voir ce qu'il va vous faire, le lièvre. Et d'un bond souple, il saute par-dessus la barrière, lui, et hop, ils se mettent à poursuivre les biquettes. Mais là aussi, les biquettes se jouent de lui, se moquent de lui, font semblant d'aller vers la sortie à la dernière minute. Elles s'en vont à l'autre bout du champ. Enfin bref, au bout d'un moment, le pauvre lièvre est complètement épuisé. Il n'arrive plus à souffler. Il a les deux oreilles qui pendent, qui traînent par terre. Et il sort du champ en pleurant. Et il va s'asseoir aussi sur le bord du chemin. Là-dessus arrive une petite abeille qui butine, bzz, 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 comme ça, de fleur en fleur. Et quand elle voit le lièvre, elle dit « Oh, mon Dieu, monsieur lièvre, mais bien le bonjour, mais qu'est-ce qui vous arrive ? Et mais vos oreilles, mais elles traînent par terre, et vous pleurez ? Mais quelle misère ! Mais mon Dieu, mais est-ce que je peux faire quelque chose pour vous ? Oh. Si je pleure, lui dit le lièvre, c'est parce que Renard pleure. Et si Renard pleure, c'est à cause que Jeannot pleure. Et si Jeannot pleure, c'est à cause de ces trois pestes là qui sont dans le champ puis qui sont en train de tout ficher en l'air et qui ne veulent pas en sortir. Oh, mais si c'est que ça, mais moi je vais vous aider, monsieur lièvre. Non mais écoutez voir, un petit bout de rikiki d'insecte comme vous, qui a la prétention de vouloir réussir ce que Jeannot, ce que Renard et ce que moi aussi, on n'a pas réussi. Là alors, laissez-moi rire. La petite abeille ne s'occupe plus de lui. Elle part vers le champ,
Elle va vers la plus ancienne des biquettes, et là, bzz, bzz, bzz dans une oreille, et bzz, bzz, bzz dans l'autre oreille, et bzz, 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 bzz tout autour de sa tête. Oh, la vieille biquette, là, elle a les oreilles qui vont dans tous les sens, elle se secoue, elle se dit bon sang, bonsoir, il y a un essaim d'abeilles dans ce champ. Et hop, elle prend la direction de la barrière et passe par le trou. Pendant ce temps-là, l'abeille est déjà vers la deuxième petite chevrette, et bzz, 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 et l'autre aussi se dit oh, misère, il y a un essaim. Et elle suit la première. Et la troisième, l'abeille n'a même pas besoin d'aller vers elle, elle prend les jambes à son cou, et hop, elle s'enfuit aussi hors du champ. La petite abeille revient vers le lièvre et lui dit « Voilà, monsieur lièvre, je vous avais dit que je pouvais vous aider. Vous savez, dans la vie, parfois, on a besoin d'un plus petit que soi, sans vouloir vous vexer, bien sûr. » Et elle s'en va. Jeannot lui crie merci de loin, il remercie le renard, il remercie le lièvre, et tout joyeux, en sifflotant, eh bien, il s'en va avec ses chevrettes pour aller les mener dans le pâturage. Et le champ, vous me direz, le champ. Mais vous savez, la nature fait bien les choses, et parfois, elle est aidante aussi, parce que finalement, le propriétaire du champ, lui, maintenant qu'il avait semer ses betteraves, il n'était pas tous les jours à venir les écouter pousser, donc il ne passe pas souvent auprès de son champ. Et puis, comme je vous dis, la nature fait bien les choses, parce que très rapidement, les petites pousses, eh bien, elles se sont redressées, même si elles avaient été un petit peu piétinées. Et finalement, le jour où le paysan est venu voir son champ, eh bien, c'était de belles, belles, belles feuilles et de belles pousses qui étaient partout. Et comme ça, Jeannot s'en est très bien sorti. Bonjour, je m'appelle Marie Hofstetter. Je pense que vous ne me connaissez pas. Non, pardon. Non, ça, ils vont couper de toute façon. Ils vont rire. Non, ça me fait rire. Pardon. Bonjour, je m'appelle Marie Hofstetter. Et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la luronne et de la petite souris. Vous savez, dans la vie, ça ne sert à rien de vouloir être différent de ce qu'on est. Ça n'amène à rien du tout. La luronne, elle habite dans un chalet en dehors du village. C'est une brave femme. Et elle est guérisseuse. Et avec ses plantes, elle arrive à guérir vraiment toutes les maladies. En plus de ça, on dit qu'elle a des pouvoirs magiques. Mais elle, ses pouvoirs, elle ne les utilise que pour faire du bien autour d'elle. Un matin qu'il gèle à Pierrefonds, la luronne ouvre la porte de son chalet pour aller chercher du bois. Et là, sur le paillasson, elle trouve une petite souris à moitié congelée. Oh, ma pauvre petite! Elle prend tout de suite la souris dans ses mains, elle rentre à l'intérieur et elle lui souffle dessus tout doucement pour la réchauffer. La petite souris met un moment avant de commencer à réagir. Et dès qu'elle voit que la souris bouge, la luronne lui donne à boire une potion de sa fabrication. Et un moment plus tard, alors là, la petite souris, elle est toute requinquée. La luronne lui dit, mais écoute, moi je ne vais pas pouvoir te remettre dehors, ça ne sert à rien que je t'ai sauvé pour te remettre dehors. Alors moi, je te propose, c'est de passer l'hiver avec moi. On sera bien toutes les deux, on se tiendra compagnie. Ouh, alors la petite souris, elle est très contente. Et comme elle a quand même un petit peu froid, elle va se mettre au coin du feu pour se réchauffer et elle s'endort jusqu'au lendemain matin. Le lendemain matin, elle se fait réveiller par quoi? Par le miaulement d'un chat. Oh mon Dieu, horreur, horreur. La petite souris, là, bondit, elle court vers la luronne, elle grimpe tout le long de son corps et finit en haut sur sa tête, toute tremblotante. Non mais attends, mais qu'est-ce qui t'arrive? Lui dit la luronne, mais qu'est-ce qui te prend là? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais tu m'as pas dit qu'il y avait un chat chez toi. T'aurais pu me le dire qu'il y avait un chat. Mais parce que moi j'ai peur des chats, parce que je sais pas si tu es au courant, mais les chats ça mange les souris, et moi je suis une souris, donc... Écoute, lui dit Luronne, mais écoute, mais t'inquiète pas. D'ailleurs, ce chat, c'est ma chatte et elle s'appelle Serpolette.
Et puis Serpolette, de toute façon, je lui donne bien assez à manger. Je ne l'ai jamais vu manger un oiseau, faire du mal à une mouche, ou alors manger une petite souris, tu n'as pas de souci à te faire. Un chat reste un chat, dit la petite souris, et moi j'ai peur des chats. Alors peut-être que si... Peut-être que si quoi? Ben, peut-être que si j'étais un chat, enfin oui, si j'étais un chat, eh ben, j'aurais moins peur. Et puis toi, tu as des pouvoirs magiques. Tu pourrais me transformer en chat. Ouh là, Luron, elle n'est pas tout à fait d'accord avec ça. Elle se dit que c'est quand même une drôle d'idée. Et puis, bon, cette petite souris, lui fait mal au cœur. Et puis, elle se dit qu'ils vont passer des bons moments ensemble. Allez, hop. D'un claquement de doigts, la petite souris devient une souris-chat. Oh mon Dieu! Alors elle est contente, tout de suite, elle se met à ronronner. Enfin bref, elle est très heureuse, la petite souris-chat, et elle décide d'aller visiter le chalet. Alors elle part en visite, elle monte au premier étage, elle va visiter la chambre de la Luronne, elle passe sous le lit, et au moment où elle ressort du lit, elle se trouve nez à nez en face de Serpolette, qui elle était venue voir simplement ce qu'elle faisait. Oh, la petite souris a l'impression que son cœur va s'arrêter. Et elle court vers la Luronne et bondit dans ses bras. Et elle est là toute tremblante. Et Luronne, elle lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais tu vas quand même pas me dire que c'est Serpolette qui te fait peur. Ah non, c'est pas Serpolette, dit la petite souris-chat. Enfin, ment la petite souris-chat, parce que c'est un chien. Je t'assure, j'ai vu un chien en face de moi. Tu es sûre de ce que tu... Oui, j'ai vu un chien. Alors tu vois, peut-être que si j'étais plutôt chien... Oui, je te vois venir, dit la Luronne. Et d'un claquement de doigts, elle transforme la petite souris-chat en souris-chien. Oh, alors là, la souris-chien, elle est toute contente, elle prend de la queue, elle jappe, elle aboie, puis elle se dit, de toute façon, je m'en fiche, parce que finalement, c'est les chats qui ont peur des chiens, donc la Serpolette, elle aura peur de moi. Enfin bref, elle est toute tranquille, toute contente, et puis elle va se coucher dans un coin, et elle s'endort. Tout à coup, la Luronne l'appelle pour lui dire, viens manger, là, ta gamelle est prête. Alors la petite chienne, la souris-chienne se lève, elle va à sa gamelle, et là, à côté d'elle, qu'est-ce qu'elle voit? Serpolette. Et c'est plus fort qu'elle, elle a peur, parce que Serpolette, c'est un chat, puis elle a peur des chats. Alors, elle court vers la Luronne, et puis elle se met à gémir et tout, et la Luronne dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais tu sais, il me semble que j'ai vu un tigre chez toi, alors si j'étais... oui, je te vois venir, si tu étais un tigre, ok. Et la Luronne claque des doigts, et la petite souris-chien devient une souris-tigre. Là, elle se dit, cette fois, ça, je suis sûre et certaine qu'en étant une souris-tigre, je ne vais plus avoir peur de cette Serpolette. Et elle part s'allonger le long de la cheminée pour se reposer. Serpolette, elle, qui a peur de rien du tout, eh bien, quand elle voit que la souris-tigre est bien endormie, elle va se glisser vers ses pattes et elle s'endort aussi. Tout d'un coup, la souris-tigre se réveille et qu'est-ce qu'elle sent? Ah! Qu'est-ce qu'elle sent là sur ses pattes? Mais c'est un chat qui est là sur ses pattes. Mon Dieu, horreur! Et elle se met à rugir tant qu'elle peut. Et la Luronne arrive, elle lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que t'as vu? T'as vu un tigre? T'as vu un éléphant? Je sais pas, t'as vu un lion? Qu'est-ce qui se passe? Mais non, j'ai eu une grosse bête. Mais c'était quoi comme grosse bête? C'était un chat. Un gros chat qui était couché là, sur mes pattes. Ah, ma pauvre petite, lui dit la Luronne. Tu sais, tu as beau vouloir être un chat, un chien ou un tigre, il n'en demeure pas moins qu'au fond de ton cœur, tu es une petite souris et que tu seras toujours une petite souris. Alors, à quoi bon vouloir être autre chose? Et d'un claquement de doigts, la souris, chat, chien, tigre redevient la petite souris d'avant. Et c'est très bien ainsi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai encore une, je l'envoie. Oui. Elle est très courte celle-là. Bonjour, je m'appelle Marie Hofstetter. Bonjour.
Bonjour, je m'appelle Marie-Hofstetter et aujourd'hui, je vais vous raconter pourquoi. Pourquoi la coccinelle, on l'appelle aussi la bête à bon Dieu. Il faut remonter bien loin, autant des rois, autant des châteaux, autant de l'époque médiévale. En ce temps-là, il y avait un roi, le roi Robert II. On lui disait Robert le pieux. Une personne qui est pieuse, c'est quelqu'un qui prie beaucoup. Et justement, ce roi Robert, lui, il priait beaucoup le bon Dieu. C'était un bon roi, et il était aimé de ses sujets. Mais tout bon roi qu'il était, tout pieux qu'il était, il n'en demeure pas moins qu'il corrigeait les brigands et les assassins. Ce jour-là, c'est un jeune homme. C'est un jeune homme qui doit se faire couper la tête. Et lui, ça fait déjà des semaines qu'il dit qu'il n'est pas coupable. Mais tout dit qu'il est coupable. Et finalement, jugé il a été, sa tête sera coupée. Et voilà que les soldats l'amènent, les mains liées dans son dos, et puis il arrive vers le bourreau, là, qui a une cagoule, parce que vous savez, les bourreaux, ils mettaient toujours des cagoules pour pas qu'on les reconnaisse. Et puis là, le bourreau lui dit « Mets-toi à genoux et mets ta tête sur le plot, là. » Le jeune, il lui dit « Mais je vous assure, c'est pas moi qui ai fait du mal à la vieille dame, je vous assure. » Mais le bourreau, condamné tu as été, ta tête sera tranchée. Alors le jeune homme, il recommande son âme à Dieu, il met sa tête sur le billot. Le bourreau prend sa hache qu'il a bien aiguisée le matin, il la lève et au moment où elle va s'abattre sur le cou du jeune homme, une petite coccinelle vient se poser dessus. Alors le bourreau, quand il voit ça, il retient sa hache et puis délicatement il chasse la petite bête. Il reprend sa hache, il la lève et au moment où la hache va tomber sur le cou, à nouveau sur le cou, la petite coccinelle vient se poser. À nouveau, le bourreau, délicatement, enlève la petite bête et la troisième fois qu'il lève sa hache pour la laisser tomber, la petite coccinelle, à nouveau, vient se poser. Le roi, qui a assisté à toute la scène, se dit que là, c'est un signe du bon Dieu. C'est le bon Dieu qui veut leur dire que le jeune homme est innocent et il donne l'ordre de le libérer. Le jeune homme est tout heureux et remercie et le bon Dieu et le roi. 3 jours plus tard, par contre, celui qui a vraiment fait du mal à la vieille dame, celui-là, il a la tête tranchée. Tous les gens du royaume et le roi lui-même sont persuadés que cette coccinelle, ça a été un signe du bon Dieu. Et alors, depuis là, le roi a décidé de ne plus l'appeler coccinelle, mais bête à bon Dieu. Et en ce temps-là, la bête à bon Dieu, c'était vraiment un porte-bonheur pour tout le monde. De nos jours, la bête à bon Dieu, c'est toujours un porte-bonheur, la coccinelle. Et vous savez quoi, je vais vous dire quelque chose. Moi, quand j'étais petite, et quand on était gamin, on avait une coccinelle qui venait se poser sur la main, on la regardait puis on chantait. Bête, bête à bon Dieu, va dire au bon Dieu qu'il fasse beau dimanche. Bête, bête à bon Dieu, va dire au bon Dieu qu'il fasse beau dimanche. Bête, bête à bon Dieu, va dire au bon Dieu qu'il fasse beau dimanche. Et quand on avait terminé, si la petite coccinelle, la bête à bon Dieu, s'envolait, on était sûr qu'il ferait beau le dimanche. Bon, maintenant, avec le temps, je ne me souviens pas si vraiment il faisait beau le dimanche suivant. Mais ce qui était important à ce temps-là, c'est que nous, on y croyait.